Voilà, Caroline, vous avez la parole. Bien, merci pour cette introduction. Alors, je vais moi-même couper toute intervention extérieure. Voilà. Merci pour cette introduction. Merci pour cette invitation. Je me réjouis de pouvoir venir partager des recherches qui sont en cours, je dois le dire. Donc, le retour et les échanges seront d'autant plus précieux. Alors, peut-être qu'à titre liminaire, il faut que j'apporte quelques précisions par rapport au champ d'investigation d'une part et à la méthode qui est la mienne de l'autre. Alors, je me qualifierais, je sais que le terme va porter à controverse, mais comme une juriste de droit global. Comme vous l'avez rappelé, j'ai été formée et je suis toujours membre du Centre Perelman de philosophie du droit. J'ai fait ma thèse avec, il y a quelques années maintenant, en effet, avec Benoît Friedman, un centre au sein duquel nous nous intéressons particulièrement aux dynamiques normatives qui se déploient au-delà des frontières nationales, donc des normes privées notamment, qui se déploient en concurrence, en complément, parfois à défaut de normes étatiques. Et nous nous intéressons également à la manière dont ces normes entrent en résonance ou en dissonance avec notre état de droit. Donc, c'est au terme de cette approche que je m'intéresse moi-même à la technologie, qui s'avère être un terrain privilégié du phénomène global. Hein. L'actualité l'illustre chaque jour un peu plus. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser plus spécifiquement à un chantier en particulier pour éprouver toutes les hypothèses en particulier du droit global, qui est la digitalisation des politiques universitaires. Donc, comme vous le comprendrez, il s'agira en partie de l'expérience française, mais nous dépasserons quelque peu cette expérience-là pour identifier quelles sont les tendances à l'œuvre et envisager dans quelle mesure, dans une partie un peu plus prospective, je dirais, le régime des libertés publiques en France et le droit de la protection des données envisage, accueille ces tendances qui pourraient demain être les nôtres sur le territoire. Donc, une partie de ces tendances sont développées chez nous, une partie sont, au regard de l'évolution de l'industrie notamment, sont appelées peut-être à se développer et c'est l'interrogation qu'on va poser aujourd'hui. Alors, si ces tendances ont été assurément exposées par la crise, le numérique a permis la continuité du service public universitaire, j'y reviendrai un instant. J'aimerais aussi insister sur le fait que le Covid ne suffit pas à lui seul à les expliquer et qu'elle décrive plus profondément une tendance de fond, ou je dirais même trois tendances de fond. La première, c'est une digitalisation croissante du service public. J'y reviendrai brièvement, mais aujourd'hui, tous nos organismes sociaux, nos administrations financières, la justice, je sais que je m'adresse à des experts, sont également concernés par l'adoption de dispositifs algorithmiques au soutien de l'administration au travers de traitements automatisés des données. Deuxièmement, cette digitalisation des politiques universitaires répond à des enjeux qui sont devenus centraux aujourd'hui, à la fois dans le discours politique et dans nos politiques publiques, qui consistent à faire plus avec moins. Et le numérique constitue une des réponses à ces exigences de maîtrise des coûts et d'augmentation du rendement, cette logique de la performance qui est attendue aujourd'hui du service public. Logique qui se traduit en outre par une privatisation, une externalisation constante des missions du service public. Le service public universitaire n'y est pas étranger. Troisièmement, cette tendance, elle se reflète aussi à travers l'idéologie que porte une certaine volonté politique, celle de la gouvernance par la donnée, qui considère d'une part qu'elle permettrait d'avoir une représentativité plus effective des politiques publiques et qui permettrait également une approche plus granulaire des politiques qui seraient mises en œuvre. Donc, certes, une accélération de la digitalisation au travers du Covid, mais qui s'inscrit dans des tendances de fond et qui laisse entrevoir qu'un grand nombre les tendances que je vais décrire s'inscriront dans la durée au terme de ce qu'on pourrait qualifier d'effet cliquet technologique. Alors, pour évaluer ce phénomène, je vous propose de vous intéresser, j'ai dû faire des choix, à trois grands aspects
de cette digitalisation et de les évaluer au regard de nos droits fondamentaux et du droit de la protection des données. Ces 3 aspects sont premièrement l'instauration de classes virtuelles, deuxièmement, les évaluations automatisées et troisièmement, les dispositifs de surveillance au sein de nos campus. Commençons tout d'abord par les classes virtuelles. Celles-ci, de Zoom à Teams, en passant par Google, je ne les cite pas toutes, mais on est sur une d'entre elles, donc on est tous familiers du phénomène, eh bien, ont assuré pendant plusieurs mois et assurent encore aujourd'hui la continuité du service public universitaire. Elles ont conduit à l'externalisation, la dématérialisation de nos infrastructures, une dématérialisation qui n'est absolument pas neutre. Qui n'est pas neutre au regard de la relation contractuelle que l'on noue avec les acteurs privés. Il y a un certain nombre de points qui sont soulevés par mes collègues privatistes sur le terrain de la propriété intellectuelle. Je n'ai pas beaucoup creusé ces aspects-là parce qu'il faudrait se procurer les contrats, ce que je n'ai pas encore fait, mais ce serait très intéressant de voir ce qu'il en est. Et il y a un autre aspect qui est particulièrement intéressant, c'est la question de la modération des contenus, une question qui aujourd'hui est familière au regard des réseaux sociaux, mais qui concerne également plus spécifiquement les contenus académiques et qui challenge par bien des aspects, qui met en cause à certains égards les libertés académiques. Alors, pour le comprendre, peut-être commencer par les conditions générales d'application de Zoom, d'utilisation de Zoom, pour, dans un second temps, comprendre au cas auquel elles ont donné lieu sur le terrain des libertés académiques. Les conditions générales d'utilisation, article 3b, indiquent que, bien que Zoom ne soit responsable d'aucun contenu, Zoom peut supprimer tout contenu à tout moment, sans donner de préavis, s'il est porté à sa connaissance que ce contenu viole une disposition du présent contrat ou une loi, quelle qu'elle soit. Au titre des utilisations qui sont interdites par cette plateforme, donc ça c'est à l'article 3D, une longue liste de contenus illégaux, parmi lesquels les contenus obscènes ou les contenus contrevenant aux politiques de Zoom. Donc on voit bien que cette plateforme a une marge d'appréciation dans les contenus qui, au regard de ces conditions générales d'utilisation, est relativement large. C'est sur le fondement de ces conditions générales d'utilisation qu'un premier cas particulièrement préoccupant a eu lieu à l'automne dernier et qui concerne 3 universités américaines qui avaient organisé un événement scientifique, une conférence, au terme de laquelle il était question de recevoir l'activiste palestinienne Leila Khaled, laquelle s'est vue interdite de plateforme Zoom puisque l'ensemble des événements ont été censurés par la plateforme qui a été suivie en outre par Facebook et YouTube qui a également interdit les lives, sur le fondement que cette conférence portait atteinte aux conditions générales d'utilisation. Les 3 universités concernées étaient l'Université de San Francisco, d'État, la NYU, l'Université de New York, et l'Université d'Hawaï. Alors, comment en sommes-nous arrivés à cette situation, à cette censure? Eh bien, il faut savoir que Leila Khaled est membre du Front populaire de la libération de la Palestine, qui est une organisation qui est identifiée aux États-Unis comme terroriste, et que sur la pression qui a été exercée par Zoom, par certaines ONG, en l'occurrence l'ONG Lawfare Project, qui aurait déposé plainte contre Zoom, qui est une ONG, une organisation de défense des droits civils et des communautés juives pro-israéliennes. Et bien, sur la pression de cette ONG, Zoom a choisi d'interdire cet événement qui portait, selon elle, atteinte aux lois antiterroristes américaines. Alors, cet événement a été particulièrement décrié par les académiques américains, puisqu'on voyait bien qu'une plateforme soumise à des intérêts privés pouvait mettre en cause finalement la liberté académique d'organisation d'un colloque. Et cette pression est d'autant plus inquiétante que non seulement elle est susceptible de venir du privé, mais aussi
du public et pas une indépendance absolue, puisque des cas également plus récents, mais qui pourtant traitent depuis longtemps, mais qui ont été rapportés plus récemment, concernent également des censures de comptes chinois, qui étaient pourtant localisés aux États-Unis, puisque Zoom a également censuré sur la pression du gouvernement communiste l'organisation de séminaires qui portaient sur les événements de Tiananmen et qui n'ont donc pu se tenir. Les propriétaires, enfin, les utilisateurs de ces comptes ayant été censurés et suspendu. Alors bien évidemment, on voit bien que là, on a une vraie question qui se pose du point de vue du point de vue, oui, de notre liberté académique. Pourrait-on admettre, dans le monde matérialisé, qu'un bailleur puisse porter un regard sur le contenu des cours ou le contenu de conférences académiques qui se tiendrait dans ces lieux? On imagine très mal la question se poser en France. En tous les cas, c'est celle qui se pose dans le monde du numérique et qui appelle à prendre en considération de manière très attentive le choix des plateformes sur lesquelles on est en train d'opérer et l'encadrement qui doit être le leur. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de réponse absolue en la matière. On sait que la régulation plus largement des réseaux sociaux est quelque chose qui pose problème aujourd'hui, qu'on ne parvient pas encore à trouver la solution. Mais il est important de rappeler qu'il y a une absence de neutralité dans ces choix d'infrastructures qui sont réalisés. J'en viens ensuite à mon second point, les évaluations automatisées. Là encore, on va recourir à la technologie au sens large et plus précisément à du traitement automatisé des données pour soit déterminer l'accès au droit, l'accès à un droit, soit conditionner l'accès ultérieur à celui-ci au travers notamment d'évaluations qui vont compter dans l'accès au droit en question. Alors, je me réfère ici à quoi? Premièrement, à l'affectation des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur. On pense évidemment chez nous à Parcoursup. Concernant ce conditionnement de l'accès au droit futur, à l'évaluation automatisée des étudiants et des bacheliers qui a eu lieu notamment l'an passé au travers du bac international ou des examens de second cycle au Royaume-Uni. Commençons par les affectations. Alors, nous avons ici là un cas classique, si je puis dire, de l'administration algorithmique que j'évoquais en introduction, puisqu'on a recours à un dispositif de traitement automatisé qui va pouvoir générer une décision administrative individuelle statuant sur l'accès ou le non-accès, donc le refus d'accès à un droit, en l'occurrence à une affectation étudiante. Alors, il faut savoir qu'en France, c'est une des catégories des services publics administratifs, des services publics digitalisés, si je puis dire, la plus large, mentionnant à son titre que les aides sociales font l'objet d'un dispositif assez semblable. La CAF et la CNAF ont fait figure de pionnières en la matière. Les premières expérimentations ont été menées en 2004. Elles ont été généralisées en 2011. Autre exemple, politique de Pôle emploi. Aujourd'hui, l'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi procède d'une décision entièrement automatisée prise par ce type de dispositif. Et puis, on se rapproche de notre sujet, les affectations, puisque nous avons un certain nombre de dispositions dans notre droit qui permettent l'affectation automatisée des fonctionnaires, de certains fonctionnaires, notamment rattachés au ministère de l'Intérieur, de la Défense, dans la marine. Alors, ce système fonctionne. Donc, non seulement c'est un phénomène qui est très large au point de vue de l'administration française, j'ajouterai a fortiori que c'est un phénomène tout à fait global. Et là, je renvoie au désormais célèbre rapport de Philippe Ashton d'octobre 2009
Philippe Ashton, qui, je le rappelle, était à l'époque le rapporteur de l'ONU dédié à la pauvreté et aux droits fondamentaux, à l'extrême pauvreté et aux droits fondamentaux, qui a rendu un rapport sur l'évolution de l'État-providence digital et qui concluait de manière assez pessimiste que nous étions en train de développer des États-providence zombies entièrement automatisés et qui s'inquiétaient très fortement de cette évolution. Donc, les dispositifs que nous avons développés à cet égard en France s'inscrivent donc dans tout ce contexte. Il s'agit donc de Parcoursup, qui est désormais bien connu, qui s'est substitué au système d'APB. Alors, tout le contentieux qui a entouré Parcoursup et APB a mis en évidence l'insuffisance, à certains égards, de notre droit pour encadrer ce type de dispositif-là au sein des administrations universitaires, au regard notamment d'une politique de transparence qui peut-être ne va pas assez loin. Je m'en explique. Dans le cadre de Parcoursup, les actions ont été engagées par une association étudiante, l'UNEF, qui soupçonnait que le dispositif soit discriminatoire et notamment prenne en considération des critères sociaux, lesquels s'appuient eux-mêmes sur des critères géographiques. Afin de pouvoir vérifier ces éléments-là, il était nécessaire de pouvoir avoir accès au code source de l'administration, démarche à laquelle elle s'est employée en formulant une demande à l'administration, puis à la CADA, qui a rendu un avis négatif suite au refus de l'administration. Contentieux qui donc a été porté devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a considéré que ce document ne pouvait être communiqué qu'au seul candidat qui avait fait l'objet de la décision et a posteriori de la décision qui avait été prise à son endroit. Alors, cette première décision du Conseil d'État, qui date de 2019, posait de nombreux problèmes sur le point notamment du recours effectif aux droits des étudiants, puisque en refusant d'ouvrir l'accès aux tiers à ces documents-là, eh bien, on privait en grande partie les étudiants et la communauté, on va dire, étudiante de recours, parce qu'il est quand même peu probable qu'un bachelier puisse engager ces démarches à ce stade-là. C'est la raison pour laquelle l'UNEF a engagé dans un second temps un recours qui l'a conduit à une question prioritaire de constitutionnalité, sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 3 avril 2020, le 3 avril dernier, dans laquelle il a considéré en effet que le droit d'accès devait être ouvert aux tiers, mais qu'en revanche, ce droit d'accès ne pouvait se faire qu'a posteriori, une fois que la décision avait été prise. Donc, des avancées qui doivent être saluées et qui protègent en partie contre les discriminations potentielles de ce type de dispositif à l'échelon universitaire, mais qui gardent des problèmes et qui sont insuffisantes à mon sens, puisqu'ils interviennent a posteriori des décisions, contrairement à ce qu'avait recommandé la Cour des comptes, contrairement à ce qu'avait recommandé le Défenseur des droits, et qui ne permettent pas finalement d'anticiper ou de se préparer au mieux à une décision administrative qui va nous être appliquée, dès lors que les critères de sélection finalement ne sont pas connus et peuvent changer d'une année sur l'autre, même si on a toujours le rapport des années antérieures. A fortiori, sur le plan plus précisément de la protection des données, l'article L612-3 du Code de l'éducation prescrit que la décision relative aux candidatures des futurs étudiants ne peut être exclusivement fondée sur un algorithme. Or, il est très surprenant que ce dispositif ait pu pleinement voir le jour, alors même que le Code de l'éducation ne permet pas cette automatisation. Donc, de ce point de vue, on voit qu'on a un droit qui, certes, permet de faire avancer les choses sur le terrain de l'audit, mais pose quand même des interrogations sur le terrain des pratiques et n'est pas suffisamment peut-être développé au regard de la transparence et des contrôles a posteriori qui pourraient être faits de ces politiques mises en œuvre. Voilà pour la dimension affectation. J'en viens maintenant à l'utilisation de ces logiciels, de ces dispositifs algorithmiques dans le cadre des évaluations. Alors là, nous n'avons pas véritablement d'exemple en France, mais
plusieurs éléments nous poussent à nous intéresser quand même à ce phénomène. Premièrement, la culture de l'évaluation, elle s'inscrit dans la démarche managériale qui est celle de la culture administrative française, qui est la nôtre depuis une trentaine d'années. Donc, nous ne sommes pas étrangers, premièrement, à l'évaluation. Pour faire en sorte que celle-ci soit automatisée, il n'y a qu'un pas à franchir, et au regard des évolutions étrangères, celle-ci pourrait être franchie. Si on se réfère notamment au grand nombre d'expériences étrangères qui ont automatisé l'évaluation des enseignants, par exemple, je pense notamment au cas qui avait été rapporté par la chercheuse Cathy O'Neill en ce qui concerne l'évaluation des enseignants aux États-Unis, mais également au dispositif d'évaluation des étudiants qui est en train de se développer, alors qui s'est développé à l'occasion du Covid dans un grand nombre d'examens publics, privés ou écoles, mais également dans le contexte de bacs internationaux qui ont été passés un peu partout dans le monde. Alors, je vais prendre pour illustrer mon propos et m'adonner à cet exercice prospectif, cette fois-ci, à l'égard de la France, l'exemple des évaluations automatisées qui ont été privilégiées dans le cadre de la notation finale des examens de second cycle, donc équivalent du brevet et du baccalauréat, au Royaume-Uni et en Écosse. Alors, cette évaluation automatisée, elle était censée permettre un classement général, non pas un classement, une évaluation plus objective des étudiants et relativement uniformisée sur le territoire. Donc, la France n'a pas retenu cette option, mais la Grande-Bretagne, sous couvert de cette objectivation, eh bien, a privilégié un dispositif automatisé et algorithmique. A été chargé de mettre en œuvre ce dispositif the Office of Qualification and Examination Regulation, OFCAL, qui est une autorité administrative indépendante qui est chargée de l'uniformisation des évaluations, qui a pour ce faire mené un travail qui est particulièrement intéressant. Et je rentre un petit peu là dans les détails de la modélisation algorithmique parce qu'elle va nous permettre de comprendre tous les problèmes juridiques que suppose ce type de fonctionnement. Donc, pour pouvoir construire ce dispositif-là, elle s'était appuyée sur 3 bases de données distinctes. Premièrement, avaient été sollicitées auprès des enseignants des notes dites prédictives concernant chaque étudiant. Donc, pour chaque étudiant, une évaluation sur la note qui serait potentiellement obtenue au regard des résultats obtenus au cours de l'année. Deuxièmement, a été demandé aux enseignants un classement général de chaque classe et de chaque cohorte, donc numérique, de 1 à 30 ou à 25. Enfin, ont été sollicités auprès des établissements l'historique des performances avec les cohortes des années antérieures. En l'occurrence, le rapport d'évaluation montre que l'on s'est appuyé essentiellement, exclusivement sur la cohorte de l'année antérieure, à savoir 2018-2019. Au final, quand on s'intéresse au rapport qu'a rendu OFCAL, on s'aperçoit que pour pouvoir engendrer ces résultats, OFCAL a considéré que la notation qui avait été réalisée, la première information, notation prédictive, par les enseignants, n'était pas suffisamment objective, qu'elle pouvait procéder de biais, et que donc il n'était pas souhaitable de la prendre en considération. Ainsi, l'algorithme de calcul n'a pris en considération que 2 variables, à savoir les classements qui avaient été réalisés au sein des classes, des cohortes, et l'antécédent, l'historique de l'année antérieure. Donc, ce à quoi on a appliqué un calcul de lissage à l'échelon national qui a conduit à baisser de manière très significative les notes de la plupart des futurs bacheliers. Pour vous donner un chiffre,
par rapport à la note prédictive qui avait été annoncée par les enseignants, les notes finales produites par le dispositif algorithmique ont abouti à une baisse de 39% et une hausse seulement dans 2% des cas. Il s'avère a fortiori que les établissements les plus privilégiés, les établissements privés, où il y a des petits effectifs, ont décidé de ne pas recourir à Ofcal et ont attribué uniquement les notes prédictives. Donc, les notes de ces établissements étaient supérieures, mais dans la mesure où elles rentraient dans le calcul national, les notes des étudiants, de ces étudiants-là ont baissé la moyenne générale parce qu'il fallait lisser, et donc ont contribué à également baisser les moyennes dans les établissements les plus défavorisés. Donc, évidemment, il y a eu une vague de contestation très importante de la part des étudiants, puisque la production de ces notes a même remis en cause certains choix d'orientation qui avaient été faits, puisque les notes n'étaient plus suffisantes pour accéder à certaines formations. On a pu également voir des manifestations assez emblématiques de notre temps avec ne me jugez pas en fonction de mon code postal, mais de mon potentiel. Bon, ce genre de slogan qui était très emblématique de ce fonctionnement finalement algorithmique et qui a conduit finalement le gouvernement à abandonner le système et à revenir sur les notes prédictives des enseignants. Alors, cette affaire n'a pas conduit au contentieux. Il a été question du contentieux parce que forcément, au regard des discriminations que l'on devine, il a été question, notamment par les associations étudiantes, les parents d'élèves, etc., d'introduire des recours. Ça n'a pas été le cas. En revanche, il y a eu un recours en Norvège sur un système qui était assez similaire, comme je vous l'indiquais, qui concernait le bac international, où l'autorité de protection des données norvégienne a considéré que ce dispositif portait atteinte à l'article 5 du RGPD, à savoir qu'il ne permettait pas un traitement licite, loyal et transparent en la défaveur des étudiants. Alors, plus largement, ce type de dispositif d'évaluation, il pose évidemment problème sur le terrain du droit de l'égalité, évidemment, puisqu'on voit bien que ce type de mécanisme favorise le déterminisme social, dans la mesure où, dès lors que vous êtes dans un établissement, et généralement dans un établissement plus défavorisé, où jamais personne avant vous n'a décroché, par exemple, un 19 sur 20, même si vous êtes un excellent étudiant, vous n'avez aucune chance de pouvoir décrocher un 19 sur 20, puisque l'historique se plaquant sur le résultat, sur votre classement, vous pourrez espérer au mieux la meilleure note qui n'ait jamais été attribuée par le passé au sein de votre établissement. Donc, on voit bien qu'ici, le problème d'inégalité se pose de manière très forte. A fortiori, il est très intéressant de voir que l'article 22, le gouvernement du Royaume-Uni notamment refusait de voir dans ce cas une application de l'article 22 du RGPD qui encadre les décisions entièrement automatisées au sein de l'administration, en disant oui, puisque les enseignants ont participé, il y a bien eu une intervention humaine dans cette décision administrative. Donc ça interroge énormément sur ce point-là. Dommage qu'il n'y ait pas pu avoir de décision contentieuse de ce point de vue, car à mon sens, c'est un cas d'école de l'article 22 que nous avions en présence. Il me semble que là, la garantie humaine n'est pas du tout garantie, puisque celle-ci a même été écartée, les Ofcal considérant que les évaluations faites par les enseignants étaient des facteurs de subjectivation du processus.
Donc là encore, des questions de droit qui se posent cette fois-ci sur le terrain de l'égalité et pour ce qui est de la protection des données sur l'article 22, qui n'ont pas trouvé de réponse effective, mais qui me semblent quand même être des protections intéressantes dans l'hypothèse où ces outils venaient à être développés en France. J'en viens maintenant au troisième volet du déploiement des politiques entre guillemets digitales universitaires, que sont les outils de surveillance au sein des universités. Alors, les outils de surveillance, je vais y revenir, ont été très largement, en particulier au cours de la dernière année, développés au sein de nos universités pour trois motifs: la sécurité des campus, le suivi, la lutte contre le décrochage des étudiants, et également, on s'y attendait pour des motifs hygiénistes, à savoir notamment le contrôle de l'évolution de la pandémie. Alors, ces divers motifs ont donné lieu au développement de trois types d'applications numériques, digitales au sein des campus en général. Premièrement, les dispositifs de surveillance numérique des examens universitaires à distance. Deuxièmement, le déploiement des applications de traçage au sein même des campus. Et troisièmement, le développement d'un certain nombre d'indicateurs de réussite, notamment anti-décrochage, pour pouvoir avoir un suivi très étroit des étudiants. Alors, je vais commencer par les outils de surveillance numérique des examens qui ont donné lieu à plusieurs cas en France, notamment en ce qui concerne l'école de commerce HEC Paris, mais aussi de manière moins médiatisée, les dispositifs de type Proctor ou Proctorio ont également été très largement utilisés par les organismes qui organisent les examens concernant les certifications en langue de type TOEIC, TOEFL. Ce type de dispositif aujourd'hui fait usage des outils de surveillance. Alors, sont invoqués notamment par ces établissements la prévention de la fraude, la qualité des diplômes, mais aussi de la formation et, de manière plus surprenante, je vais expliquer pourquoi dans un instant, l'égalité et l'équité des chances. Bon. Je mentionnais quelques cas en France qui ont été peu médiatisés. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de cas aux États-Unis qui ont permis vraiment d'avoir des retours sur l'expérience, mais également sur le territoire européen, un cas aux Pays-Bas qui a donné lieu à du contentieux. Donc, avant de rentrer dans l'analyse juridique de ces dispositifs-là, vous donner quelques éléments sur leur fonctionnement technique. Alors, avec mes étudiants, on a particulièrement travaillé sur ces dispositifs-là. On a pu aussi, dans ce cadre-là, rencontrer des étudiants qui ont eu affaire à Proctorio. Et il faut savoir que c'est un dispositif qui est particulièrement lourd et particulièrement discriminatoire. Pour pouvoir passer son examen, il faut disposer d'un ordinateur avec une caméra de vidéosurveillance, déjà, un smartphone, les deux étant connectés. Puis, il faut avoir des conditions d'examen qui sont particulièrement strictes. Une pièce isolée, aucun bruit, le moindre décalage, clignement d'œil trop fréquent dans votre comportement étant susceptible de générer l'identification d'une fraude auprès du système. Donc ça, c'est pour le premier dispositif. Je vais vous présenter les deux autres, le traçage et les indicateurs de réussite, et je vous proposerai ensuite de faire une analyse juridique des trois, puisque les trois me semblent reposer sur les mêmes problématiques, à savoir les conséquences de la surveillance et du profilage des étudiants. Donc, les deuxièmes types d'applications de surveillance qui se sont particulièrement développées sur les campus sont les dispositifs de traçage. Donc, au titre des dispositifs de traçage, on a bien évidemment les applications de type Stop Covid sur les campus,
Alors, en France, on n'a pas eu ce genre de dispositif. En revanche, ils ont été très largement déployés sur les campus américains, en Arizona, au Texas, à Austin, à Harvard, dans l'Arkansas et j'en passe. Ils ont même été rendus obligatoires dans certaines écoles où ils conditionnent l'accès au campus. C'est le cas dans le Michigan. Donc ça, c'est un premier cas qui est particulièrement intéressant à suivre parce qu'on s'aperçoit que ces applications de traçage ont été le cheval de Troie de la reconnaissance faciale. L'an passé, il y a eu un recul de l'usage ou des perspectives d'usage de ces dispositifs au sein des campus américains dans la suite du mouvement Black Lives Matter et autres, qui ont fait que ces universités ont refusé finalement de recourir à ces dispositifs. Et puis là, finalement, toutes les entreprises qui ont vendu les dispositifs de traçage les ont équipés de reconnaissance faciale qui pourront être activés à la discrétion des campus quand ils le souhaiteront. Deuxième type d'application, le suivi des présences, où là encore, il s'agit de tracer les étudiants, les lieux qu'ils fréquentent. Des dispositifs de ce type-là existaient avant le Covid et sont en pleine expansion. On a des cas en Australie, au Royaume-Uni, qui fonctionnaient sur la base de dispositifs divers. Donc, on a beaucoup entendu parler du Bluetooth, mais il faut savoir que, par exemple, au Texas, les puces RFID ont été, les étudiants ont été équipés, non sous la peau, mais au travers de badges de puces RFID pour pouvoir suivre leurs mouvements sur le campus, sachant que l'ensemble de ces informations-là étaient par la suite utilisées dans le cadre de la notation finale ou pour vérifier l'assiduité des étudiants sur les campus. En France, pas de déploiement de ce type-là. En revanche, des startups qui s'intéressent très étroitement à ces dispositifs, qui proposent notamment du balisage, donc c'est-à-dire qu'on suit l'étudiant, pas nécessairement au travers d'un nombre de bornes qui a été mis sur le campus, pour vérifier la présence dans les écoles ou dans les campus. Il me semble qu'il y a des expérimentations qui ont été menées à cet égard dans le nord de la France. Donc, je n'ai plus exactement l'école en tête, mais qui repose aussi sur ces dispositifs. Enfin, suivi de l'étudiant, encadrement de l'étudiant au travers des indicateurs de réussite et du suivi virtuel, cette fois-ci plus physique, de l'étudiant, au travers notamment de l'agrégation des données sur les ENT, qui est une possibilité aujourd'hui technique très facilement mobilisable. Nous avons tous recours à ce type de plateforme pour mettre la documentation en ligne à destination de nos étudiants. Donc, le temps passé en ligne, le temps passé sur les documents, le nombre de consultations, le nombre de livres empruntés, l'ensemble de ces éléments sont dans certains systèmes, notamment de lutte contre le décrochage, utilisés pour pouvoir attribuer des scores à l'étudiant et lui permettre de déclencher quasi automatiquement un suivi en fonction de ses résultats de performance sur ces applications-là. Alors, un des problèmes qui se posent avec ces indicateurs de réussite qui se veulent en faveur de l'étudiant, c'est que ont accès à ces données-là, non seulement l'étudiant, mais aussi ses enseignants et l'administration universitaire, qui peut donc potentiellement utiliser ces données-là pour pouvoir, in fine, juger un étudiant sur ses résultats et sur ses performances. Alors, bien évidemment, ces trois dispositifs-là, qui sont particulièrement intrusifs sur le terrain de la vie privée, reposent dans une large mesure sur le consentement, en tous les cas dans la manière dont ils ont été déployés. Alors, la CNIL, par exemple, au niveau de notre droit français, la CNIL, qui a rendu une note concernant les examens en ligne notamment, affirmait que le consentement était essentiel à la mise en œuvre de ces dispositifs. Mais on sait que, pour autant, c'est quand même très compliqué puisque tous les témoignages qui sont remontés à l'échelon de la France, par exemple, sur l'utilisation de Protorio,
montre que le recueil du consentement n'était pas véritablement effectif, pas pleinement effectif. Ce n'est pas un problème nouveau, ce n'est pas un problème qui est propre à l'université, mais c'est un problème réel, puisque si vous refusez finalement cette surveillance, vous ne pouvez pas passer votre examen. Bon. Donc, le problème du consentement semble être un fondement fragile. D'ailleurs, le tribunal administratif de Marseille, dans le cadre d'un contentieux relatif à la reconnaissance, aux expérimentations de reconnaissance faciale dans les lycées de la Côte d'Azur, enfin dans 2 lycées niçois en l'occurrence, avait considéré que le consentement des élèves de lycée ne pouvait pas être éclairé. Donc, on voit bien que ce fondement juridique-là représente une digue relativement fragile au déploiement. A fortiori, comme je le disais, c'est quand même des dispositifs qui sont extrêmement attentatoires à la vie privée. Et aujourd'hui, au regard de l'encadrement législatif national, il y a de fortes chances, enfin qui est quand même assez modeste hein, sur tous ces dispositifs-là, il y a de fortes chances que les dispositifs soient condamnés par la Convention européenne des droits de l'homme, notamment, qui consacre le droit à la vie privée, puisque celle-ci opère un contrôle en 3 temps que je rappelle, proportionnalité, légitimité, nécessité, et que l'on peut imaginer que ces dispositifs qui ne sont pas du tout fiables, j'ai oublié de le dire, mais j'aurais sans doute dû commencer par là, tant du point de vue du traçage que du point de vue de la reconnaissance faciale qui est déterminant dans le cadre des examens en ligne, notamment, parce que ça ne marche pas du tout sur les élèves, sur les étudiants de couleur, qui doivent d'ailleurs s'allumer de manière très particulière pendant tous les examens, eh bien, ne passe pas donc, cet examen de conventionnalité. Donc, si je devais conclure, sur le terrain de la protection des données, le consentement me semble insuffisant pour une protection insuffisante. Il faut espérer que le contrôle de conventionnalité puisse limiter à ce jour les développements ou à tout le moins qu'une législation puisse encadrer davantage et fournir des garanties pour pouvoir adapter ces nouvelles pratiques à notre état de droit. Alors, quelles conclusions tirer de ces évolutions et de ce panel dont je suis consciente qu'il est extrêmement divers et pose des enjeux variés en fonction des terrains d'exploitation. 3 conclusions au moins. On voit que finalement, dans la première hypothèse, on a une externalisation, dématérialisation de nos infrastructures qui conduit à mettre en cause, à certains égards, le contenu de l'enseignement et les libertés académiques. Premier point. Dans le deuxième cas, on voit que la délégation décisionnelle qui se fait de l'homme vers la machine est aujourd'hui problématique puisqu'elle n'est pas pleinement, puisque le droit qui l'encadre ne permet pas pleinement de prévenir les discriminations. Troisièmement, on voit que le renforcement et le déploiement des outils de surveillance dont l'efficacité est douteuse, porte des questionnements sur le terrain du droit, enfin, est attentatoire au droit à la vie privée et soulève un certain nombre de questions sur le terrain de la protection des données. Ainsi, on voit bien que les politiques universitaires constituent un cas d'usage qui est particulièrement intéressant pour réfléchir à l'introduction du digital et plus largement du numérique dans nos services publics. Premièrement, parce qu'on voit que ce n'est pas neutre. Deuxièmement, parce qu'on voit que l'ancillarité technologique et que défend le Conseil constitutionnel d'ailleurs dans sa décision de 2018, qui nous dit finalement c'est simplement un outil qui accompagne la décision administrative. Eh bien, il n'est pas réel sur le terrain parce qu'on voit que la technologie a une partie importante et conditionne des choix et des décisions qui concernent les individus. Ainsi, ce cas d'espèce nous invite, à mon sens, à repenser plus largement, et dans le cadre universitaire cette fois-ci, notre relation aux acteurs technologiques, mais aussi notre relation
à la technologie, premièrement en rappelant qu'il y a une dimension politique dans ces choix-là. Ce n'est pas simplement des expérimentations et des outils neutres qui équipent notre administration et les accompagnent. Non, c'est des modèles qui influent très directement la production normative et nos usages, en l'occurrence universitaires. Et deuxièmement, on nous appelle à repenser plus largement les garanties, puisqu'on voit bien que l'état de droit aujourd'hui n'est pas pleinement satisfaisant pour répondre à toutes les problématiques qui sont soulevées par ces dispositifs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. C'était vraiment passionnant parce que j'irais peut-être par certains côtés plus loin que vous, c'est-à-dire qu'il y a une contestation, il y a une remise en cause du jugement professionnel. C'est-à-dire que le propre d'un universitaire, c'est d'évaluer l'apprentissage, l'acquisition de connaissances des étudiants. Et à partir du moment, il y a une dimension relationnelle, il y a une dimension de jugement professionnel de la part du prof. Je ne suis pas prof moi-même, mais on peut imaginer qu'un étudiant qui est en pleine, qui a accompli une très grande progression dans son acquisition de connaissances peut être mieux noté parce que pour récompenser en quelque sorte cette trajectoire, cette dynamique de l'étudiant. Et ce que je trouve finalement, ce qui est inquiétant, il y a beaucoup de choses qui sont inquiétantes dans ce que vous dites, et c'est cette remise en cause de la nature même finalement de ce qu'est le job du professeur, hein, parce qu'on va avoir exactement la même chose dans la justice. Hein, comment dirais-je, si je transpose de manière un peu sauvage la manière dont je vois ça dans la justice, on a des logiciels de prédiction de récidive. Mais dans l'acte de juger, il y a ce que je disais, l'équivalent de cette dynamique d'un étudiant particulièrement méritoire qui a fait un travail pour se hisser à un niveau important. Dans la justice, c'est l'engagement, la promesse, le travail social. Oui, bon. Donc le jugement du juge a quelque chose qui excède ces paramètres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est peut-être pour ça qu'on paye des juges pour faire ce job. Voilà. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en termes de... Alors, je pense que c'est tout à fait juste et que l'on prend insuffisamment en considération aussi le contexte. C'est-à-dire que je pense que la technologie n'est pas mauvaise en soi. Elle peut être un support à la décision administrative, judiciaire, extrêmement précieux. Le problème, c'est qu'on ne le pense pas, c'est que les conditions dans lesquelles elles sont introduites et le contexte ne favorisent pas du tout ça. Il n'y a pas la collaboration avec les machines qui est permise. On vous dit il faut que vous rendiez plus de décisions, que vous augmentiez le rendement de vos contrôles ou de vos prédictions. Ce qui entraîne une délégation, pas une collaboration, mais une délégation. Moi, je le vois particulièrement en ce qui concerne le contrôle de la fraude. Ça me paraît encore plus emblématique en ces matières-là, puisque les objectifs qui sont affichés, c'est de dire on veut arrêter encore plus de fraudeurs. Donc, on ne dit pas on va améliorer la qualité des contrôles en matière de fraude sociale ou de fraude fiscale, on va dire on va arrêter encore plus de gens. Donc, à partir du moment où vous allez avoir un scoring qui va vous remonter, eh bien, l'agent administratif ne va pas pouvoir prendre la distance, ne va pas avoir ce recul et cette distance nécessaire qu'offrirait le temps, puisqu'il ne l'a pas. Et ainsi, on voit bien qu'il y a une délégation effective de l'homme vers la machine. Ce qui pose évidemment problème, c'est ce que vous dites, à savoir que toute
la dimension qualitative, herméneutique du jugement, eh bien, elle n'est absolument pas prise en compte. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est assez fascinant dans la rhétorique étatique, c'est que non seulement elle n'est pas prise en compte, mais de plus en plus, elle n'est pas souhaitée. Et dans le cas des évaluations automatisées au Royaume-Uni, c'est clairement ce qui s'est vu et ce qui a été mis en œuvre, puisqu'on dit ce n'est pas objectif. Le biais, il n'est pas dans la machine. Le biais, il va être nécessairement dans le giron de l'agent, du fonctionnaire ou du juge. Voilà. Très bien, merci. La délégation machine, c'est quelque chose à laquelle nous sommes sensibles, Jean Lassègue. Moi, effectivement, ce que je vois, c'est cette espèce